Bonsoir à tous. Je suis évidemment très heureux d'être là, surtout que, tu l'as dit mon cher Hervé, je vous ai fait faux bond le 11 décembre pour une convocation de dernière minute à Matignon. Et pour tout vous dire, ça a failli recommencer puisque la conférence de financement qui a lieu jeudi, milieu de la semaine dernière, on a cru que ça serait mardi. Et là, je me suis dit, le sort s'acharne sur nous. Alors, heureusement, la balle est passée pas loin, mais elle n'a pas touché. Jeudi, je devais aller à Périgueux, et donc c'est nos amis périgourdins qui vont subir la même chose que toi, devoir annuler le traiteur, etc., etc. Donc malheureusement, je suis coutumier du fait. C'est l'incertitude, ou la noble incertitude, je ne sais pas, de la mission que j'accomplis. Je suis très heureux d'être en Bretagne. Tu as fait allusion, ma femme est bretonne. Je me suis marié. Alors, c'est la Bretagne historique. Hein, c'est ce qui s'appelle à tort la Loire-Atlantique, la patrie d'Anne de Bretagne. Mais le village où je suis s'appelle Croisic, donc Argroisic en breton. Donc je revendique par mariage cette bretonitude et j'y suis très attaché. Alors pour commencer un discours, on commence toujours par une citation. Et alors j'ai pas choisi un breton, mais j'ai choisi un breton d'adoption. Alors j'ai découvert ça en préparant le discours, puisque je sais pas si tout le monde le sait dans la salle. En 1975, Milan Kundera, qui fuyait la Tchécoslovaquie de l'époque pour se réfugier en Europe de l'Ouest, est venu se réfugier quelques années ici à Rennes. Il a écrit une phrase qui est tout à fait dans le thème de la journée ou de la soirée. « Il faut une certaine force pour posséder comme seule certitude la sagesse de l'incertitude. » Voilà, je m'arrête là. Non, je vais continuer, mais ça vous donne un peu la hauteur de vue qu'il faut par rapport au monde de demain, qui est un monde d'incertitude. Alors, ce n'est pas complètement nouveau pour les entreprises. Nous, depuis que l'économie de marché existe, on se réinvente, on s'adapte à tous les changements. Mais il faut bien reconnaître que le monde actuel s'est singulièrement accéléré et qu'on fait face à des incertitudes très fortes, à des chocs qui sont d'une ampleur et d'une nature qu'on n'a jamais connues. Pas être trop long, je vais essayer d'en lister trois qui me semblent les principaux et auxquels il faut qu'on s'adapte et qu'on s'habitue avec l'agilité qui caractérise les entrepreneurs. Alors la première incertitude, le premier choc, c'est peut-être pas d'ailleurs celui-là auquel vous pensez le plus spontanément, c'est moi ce que j'appelle le choc démocratique. En gros, depuis 1945, on vivait tous dans l'impression que le monde allait doucement vers une mondialisation heureuse, plus d'échanges, plus de commerce, et plus de démocratie. Pour ça, d'ailleurs, que quand on pose la question à Bill Clinton dans les années 90, est-ce qu'il faut que la Chine rentre dans l'OMC ? La réponse de Bill Clinton à l'époque, ça a été ben oui, parce que, évidemment, plus on fera de commerce avec les Chinois, plus ils iront vers le modèle occidental d'une démocratie parlementaire et apaisée. C'est pas tout à fait comme ça que l'histoire s'est produite. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit en fait un recul de la démocratie partout. Alors, à l'extérieur du monde occidental, mais aussi parfois à l'intérieur du monde occidental. On voit un durcissement, des tensions géostratégiques. Alors, bien sûr, on pense à la Chine et aux États-Unis, mais on voit un certain nombre de pays qui revendiquent en fait l'absence de liberté politique comme modèle. La Chine, pour ne pas la citer, fait des investissements en Afrique en disant bah, écoutez, vous avez deux choix. Le modèle occidental, c'est en moyenne 1 ou 2% de croissance. Et puis le modèle que nous, on prône, et on fait 6% de croissance. Qu'est-ce que vous choisissez ? Et en plus, comme ils financent tout, en général, le choix est assez facile à faire. Alors ça peut vous paraître loin de vos préoccupations, mais il faut se dire que l'économie de marché telle qu'on la connaît nous, les Occidentaux, les Français, les Européens, elle a toujours fonctionné de pair avec la liberté politique. Et que c'est la première fois dans l'histoire de l'économie et du capitalisme que les deux divergent. Ça doit nous interroger, et ça a des conséquences. Quand le président Macron demande à 150 citoyens tirés au sort de décider quelles sera, au fond, les conditions de fonctionnement des entreprises en termes de transition climatique, c'est, pour moi en tout cas, une forme de démocratie très différente de celle qu'on connaît depuis 200 ans, qui est la démocratie représentative. Donc tout ça, ce sont des chocs qui peuvent paraître lointains, mais qui en réalité auront des conséquences, ont déjà des conséquences sur la manière dont on va appréhender le business. Le deuxième choc, il est plus connu celui-là, c'est le choc technologique. Il est présent partout, dans tous les métiers. Il y a 5-6 ans, quand j'ai démarré aux côtés de Pierre Gattaz au MEDEF, j'entendais encore des entrepreneurs qui disaient « Oui, bon, tout ça, c'est la tech,
Mais nous, on n'est pas dans la tech, donc ça ne nous concerne pas. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes hôtelier, si vous êtes dans l'immobilier, si vous êtes dans pratiquement tous les secteurs, le transport, vous ne pouvez plus raisonner comme ça. Et la technologie est en train de transformer tous nos business models. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. On a connu des révolutions. On a connu l'avion de ligne remplaçant le paquebot. Mais ça se passait sur une génération. On avait 30 ans pour s'adapter. Nos salariés avaient 30 ans pour s'adapter et se former. Et au fond, le principe de Schumpeter qui fait créer puis disparaître des entreprises, laisser du temps aux entrepreneurs pour s'adapter. Aujourd'hui, ça va à une vitesse absolument phénoménale. Et c'est cette vitesse qui nous oblige à une agilité. C'est cette vitesse qui crée l'incertitude permanente parce que chaque entrepreneur doit se lever le matin en se disant « Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de réinventer la manière dont je fais du business de manière différente ?» et me mettre au fond dans une forme d'obsolescence. Et puis le troisième choc, il est plus connu, mais il est au fond d'une nature qu'on n'a jamais connue, c'est celui de la transition climatique. Produire, consommer, voyager, c'est produire du CO2. Il faut de l'énergie, et donc par construction, l'économie produit du CO2. Et là, on nous demande, et pour des bonnes raisons évidemment, de changer complètement de paradigme. C'est-à-dire de continuer à produire, de continuer à voyager, de continuer à consommer, en réduisant, voire en supprimant notre production de CO2. Alors, il y a bien sûr une autre solution, qui est celle de la décroissance. C'est le modèle de Yves Cochet, vous voyez qui c'est, c'est-à-dire un ancien leader écologiste qui s'est réfugié dans je ne sais plus quel coin en France et qui est totalement en autarcie, donc y compris sur le plan de l'hygiène corporelle, si j'ai bien compris, si vous voulez des détails, il est dans un mode de déconsommation. Je ne pense pas que ce soit le modèle qu'on veuille choisir. Ce n'est pas le modèle d'ailleurs que la majorité de nos concitoyens veut choisir. Donc il faut trouver une croissance qui soit sobre, qui soit responsable, mais qui soit quand même en capacité de satisfaire les besoins de prospérité de nos concitoyens et du reste de la planète. C'est un défi immense sur le plan technologique. Parce que ça coûte cher, parce que dans certains cas, les solutions technologiques existent. Je prends un exemple très, très simple. Je ne sais pas s'il y a des cimentiers dans la salle, mais produire un sac de ciment, c'est une des activités de production industrielle qui émet le plus de CO2. On sait aujourd'hui, avec des coûts très importants, produire des sacs de ciment avec moins de CO2. Mais ça a un coût. C'est un coût très élevé. Alors la technologie, on sait très bien comment ça marche. Au début, dans les premières séries, ça coûte cher. Et puis si on commence à massifier, ça coûte moins cher. Donc on peut s'y engager. Mais si on s'y engage, évidemment, on ne peut pas être seul. Il faut que l'ensemble de l'Europe, et même au-delà de l'Europe, prennent le même chemin. Pour ça, d'ailleurs, que j'en profite au passage pour parler de fiscalité, qu'on soutient au MEDEF, que j'ai pris l'initiative dès mon élection de soutenir le principe de la taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières, c'est quoi? C'est simple, c'est de dire que si on produit un sac de ciment en Europe qui coûte 40% plus cher parce qu'il est décarboné ou en partie décarboné, il ne faut pas que ce sac de ciment soit remplacé par un sac de ciment qui vient d'un autre pays en dehors de l'UE, qui lui est carboné et coûte moins cher. Parce que sinon, on a tout perdu. On a détruit des emplois en Europe ou en France, et on n'a pas sauvé la planète. Et donc c'est pour ça qu'on milite pour que, et je dis ça en tant que libéral, c'est-à-dire que le libéralisme, c'est l'égalité des conditions de concurrence. Pour que si la France, si l'Europe s'engage de manière très volontaire dans une transition énergétique, on vise, en tout cas c'est le projet européen, la neutralité carbone en 2050, on le fasse à des conditions de compétitivité qui préservent l'emploi et les entreprises françaises. Je pourrais continuer assez longtemps sur les incertitudes auxquelles on fait face. Elles sont très nombreuses. Mais au fond, j'ai envie de dire, c'est notre ADN d'entrepreneur. C'est pour ça qu'on a choisi d'être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un à qui on donne un problème et qui trouve une solution. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Et donc ces défis-là ne doivent pas nous faire peur. Ils doivent même peut-être nous stimuler, même si leur ampleur peut paraître immense. Face à ces incertitudes, on a aussi des paradoxes en France. Et le premier des paradoxes, tu l'as très bien souligné tout à l'heure Hervé, c'est qu'on a un climat social extrêmement tendu, des enquêtes d'opinion voient le moral des ménages qui est très bas, et pourtant,
Et pourtant, la France se porte pas si mal. Le chômage baisse, pas assez vite, tu as raison, mais il baisse. La croissance économique est là, les investissements sont là. Les salaires, je le dis au ministre de l'économie qui nous a demandé d'augmenter les salaires ont augmenté. On est montré du doigt parfois par certains politiques en disant il faut que les entreprises augmentent les salaires. La réalité, c'est que les salaires en 2019 ont augmenté, tous secteurs confondus, de plus de 2%. Là où le pouvoir d'achat, enfin l'inflation, pardon, a augmenté au gros de 0,7. Donc on a créé du pouvoir d'achat pour nos salariés. Et je le signale, depuis 10 ans, les salaires du privé augmentent plus vite que ceux de la fonction publique. Donc ceux qui jouent leur rôle, ceux qui redistribuent la richesse, ceux qui redistribuent le CICE, on nous avait à l'époque alpagué sur le nombre d'emplois et la redistribution de salaire, ce sont les entrepreneurs privés. Et tu l'as très bien rappelé, on est presque, il nous manque 20 000 emplois, au million d'emplois qui avaient valu beaucoup de colibés à l'époque, mais qui arrivent 5 ans après des emplois privés. Alors, on ne peut pas dire évidemment que c'est uniquement grâce au CICE, parce que, comme toujours, l'économie, c'est multifactoriel, dans un sens comme dans l'autre. Et bien sûr, la conjoncture internationale a aidé, bien sûr, la démographie nous a aidés, mais au total, on avait dit qu'on créerait 1 million d'emplois, et ce million d'emplois, à la fin du premier trimestre 2020, il sera créé. Donc, ce paradoxe, il m'amène à vous parler évidemment de la réforme des retraites et de l'actualité et de plonger là-dedans. Alors, d'abord, j'ai envie de vous dire, on n'était pas demandeur de cette réforme. Il ne faut pas oublier que cette réforme dite universelle, c'est un vieux rêve de la CFDT. Nous, notre position a toujours été, bien avant que je prenne les commandes du MEDEF, de dire on veut un régime privé pour les salariés du privé, paritaire, avec des cotisations employeurs et des cotisations salariés, et qui, évidemment, vise l'équilibre financier et des retraites qui soient décentes. Jamais oublier que dans ce pays, on est en retraite par répartition. Quand je vois certains journalistes dire, ou certains leaders syndicaux dire « j'ai cotisé pour ma retraite », non, on ne cotise pas pour sa retraite. On cotise pour la retraite des autres. On cotise pour la retraite des gens qui sont à la retraite, et on espère que les générations suivantes feront pareil. Donc c'est un pari sur l'avenir et c'est un contrat social très important. On est le seul pays qui a cette caractéristique. Tous les pays ont de la répartition, mais ils ont tous une dose de capitalisation. Nous, on est le seul pays qui soit quasiment à 100%, à 99% par répartition. Ça suppose des régimes à l'équilibre, et pas à l'équilibre sur 5 ans, mais à l'équilibre tous les ans. Et ça suppose un consensus social important, puisque vous faites confiance aux générations pour payer votre retraite. Donc on n'était pas demandeur, mais à partir du moment où il y a eu une élection démocratique, que ce régime universel était dans le programme, on s'est mis, j'ose pas dire en marche, mais enfin on s'est mis dans la négociation pour s'assurer de 2 choses, qui sont nos 2 lignes rouges. 1, que le régime soit équilibré financièrement, à court et à moyen terme, et 2, qu'il n'entraîne pas de hausse de cotisation et de coût du travail. Et puis, il y a eu cette concertation pendant 2 ans, je vais vous dire très simplement, je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, qui n'a servi à rien. M. Delevoye, il était formidable, mais à chaque fois qu'on le voyait, on comprenait encore moins ce qu'il voulait faire. Et d'ailleurs, la démonstration a été très claire, puisqu'il a rendu son rapport en juillet, et que finalement, les premières vraies discussions ont commencé à partir du mois de novembre, à partir du moment où le Premier ministre s'est emparé du sujet. Donc, en quelque sorte, 2 ans de perdus. Et on a toujours dit, et je le redis ici, la seule manière d'équilibrer un régime des retraites par répartition, c'est une mesure d'âge. Pour une raison très simple, les chiffres ils sont assez parlants. Quand on a créé ce régime en 1945, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Et demain, dans 10 ou 15 ans, il y aura 1,4 actifs pour un retraité. Sauf si les femmes françaises se mettaient à faire des milliers d'enfants et que la natalité remontait, ce qui est quand même assez peu probable. La démographie, c'est une science prédictive assez précise. Donc on n'a pas le choix. Il faut travailler plus longtemps. Alors oui, on peut imaginer de prendre en compte un certain nombre de facteurs, pénibilité, carrière longue, tout ça, on peut en discuter.
Mais la seule chose qui permettra d'avoir un régime solide, à l'équilibre, de garantir les pensions dans 10, 20 ou 30 ans, c'est de travailler plus longtemps. Toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de respect pour Laurent Berger, la CFDT veut ce régime à points, puisque c'est l'idée de la CFDT, ou du moins un projet qu'il portait, mais elle ne veut pas accepter que ça impose de travailler plus longtemps. Donc on était face, vous l'avez vu le 11 décembre, à un choix, enfin au mois de décembre plutôt, un choix cornélien, d'une certaine manière, c'est-à-dire que soit on disait au gouvernement, bon, bah, écoutez, c'est votre réforme, vous vous débrouillez, soit on acceptait de discuter du financement, ce qu'on a fait, et c'est là où on a obtenu ce qui nous est pour nous le garde-fou, au fond la protection, c'est que dans la lettre du Premier ministre, qui a été écrite pour cette conférence de financement, il est bien marqué pas de hausse du coût du travail. Il y a marqué en fait pas de baisse des pensions, pas de hausse du travail, ce qui est une manière d'équilibrer les choses. Et donc on rentre dans cette conférence de financement, mais en sachant pertinemment que 90 ou 95% des économies ne pourront être faites que par une mesure d'âge. Alors on peut la moduler, on peut l'atténuer pour des gens qui ont un métier pénible, mais au total, il faudra qu'on travaille tous plus longtemps. C'est la seule vérité démographique qu'on peut dire. Et je pense d'ailleurs que, contrairement à ce que disent les enquêtes, les questions sont mal posées, je pense que les Français le savent. Ils ne sont pas idiots. Ils aimeraient bien que ce soit les autres, ça on peut les comprendre, mais ils savent parce qu'ils voient bien que l'âge, l'espérance de vie augmente et que l'âge à la retraite augmente. Un chiffre simplement, hein, en 80, quand François Mitterrand met la retraite de 65 à 60 ans, qui a été quand même une énorme erreur qu'on paye encore aujourd'hui, l'espérance de vie à la retraite, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on passait à la retraite, était de 14 ans. Aujourd'hui, avec un âge légal à 62 ans, c'est 27 ans. C'est-à-dire que les retraités qui partent aujourd'hui vont passer 27 ans à la retraite. Donc, vous voyez, on ne peut pas nier ces faits-là, on ne peut pas nier ces chiffres-là, et il est indispensable de travailler plus longtemps. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Je ne sais pas. Le gouvernement met en place des ordonnances qui leur permettra de prendre leurs responsabilités. En tout cas, nous, on prendra nos responsabilités et on fera en sorte que ce régime soit équilibré. Pour des raisons évidemment d'équilibre des comptes publics, mais aussi pour des raisons de crédibilité vis-à-vis des générations qui rentrent sur le marché du travail. Quand vous regardez d'ailleurs les sondages sur les jeunes, les moins de 30 ans sont 80% à penser qu'ils n'auront pas de retraite. 80%. Donc en fait, finalement, ce régime par répartition, les gens n'y croient plus, en tout cas les plus jeunes générations. Ils se disent, nos aînés en ont profité. Et donc mettre en place une mesure d'âge, c'est finalement restaurer la confiance entre les générations. Donc ce n'est pas simplement un devoir de comptable ou budgétaire ou paramétrique comme on entend parfois, c'est un devoir de responsabilité. Voilà, je ne vais pas être trop long sur tous les chiffres. Je voudrais conclure, avant de passer au débat, par des remerciements pour tous les militants MEDEF. J'entendais tout à l'heure Hervé, à juste titre, remercier les membres du bureau, ces mandats. La société aujourd'hui voit, dans tous les secteurs du jeu, un désengagement de plus en plus fort dans les organisations, dans les associations. Nos amis syndicalistes le vivent. Ils perdent des adhérents, même les syndicats, j'allais dire, qui se portent plutôt bien. Les partis politiques le vivent, et le MEDEF n'est pas exempt de ce type de mouvement. Moi, il m'arrive très souvent, dans ce qu'on appelle entre guillemets les dîners en ville, notamment dans les milieux de la tech, dire mais pourquoi est-ce que tu, pardon de l'expression, mais pourquoi est-ce que tu au MEDEF? Finalement, ça ne sert à rien, occupe-toi de ton entreprise. Alors évidemment, on peut raisonner comme ça. On peut avoir ce raisonnement de dire, finalement, moi, mon job de patron, c'est de m'occuper de mon entreprise, puis basta. Sauf que, tu l'as très bien dit, Hervé, on ne peut plus, dans le monde d'aujourd'hui, avoir une entreprise prospère dans un monde qui ne l'est pas. Et si on veut changer ce monde, si on veut faire réussir notre pays, on ne peut pas rester spectateur, on ne peut pas rester en tribune, il faut descendre sur le terrain. C'est ce que vous faites les uns et les autres. Alors évidemment, au premier chef, ceux d'entre vous qui sont présidents de MEDEF régionaux ou territoriaux, cher Joël, tous les membres du bureau, tous ceux qui ont un mandat. J'ai vu tout à l'heure une dame qui était restauratrice, qui avait un mandat prud'homal, je crois, qui est un engagement fort et très utile. Donc voilà, je voudrais terminer par remercier de votre engagement.
susciter des engagements entre vous. Cette notion d'engagement, elle est très importante. Alors on peut s'engager, évidemment, en dehors du MEDEF. On peut s'engager dans l'inclusion, on peut s'engager dans le mouvement associatif, on peut s'engager à un club de sport. Et tout ça est très bien. Mais au MEDEF, c'est bien aussi, hein, cher Hervé. Il faut faire quelques adhérents. Je ne sais pas s'il y a des prospects dans la salle, mais je leur dis. Au MEDEF, c'est bien aussi parce que c'est une manière, si vous voulez, de quitter finalement le terrain des jérémiades. Il y a trop d'impôts, trop de taxes, trop de contrôles. Il y en a, bien sûr. Et de rentrer dans l'arène, de faire valoir notre statut de créateur de richesse. Et quand on regarde, vous savez, bon, il y a beaucoup de sondages qui disent les Français n'aiment pas l'entreprise, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a une forme d'ambiguïté, une forme d'ambivalence, il y a des critiques sur les grandes entreprises. Mais quand on regarde toutes les études, les Français attendent énormément de l'entreprise. Au fond, ils attendent de moins en moins de l'État, je dis ça à monsieur le secrétaire général de la préfecture, et ils attendent de plus en plus de l'entreprise. Plus peut-être que ce que vous imaginez qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'ils attendent évidemment qu'on paye des salaires, qu'on embauche, mais aussi qu'on résolve un certain nombre de problèmes. Tu l'as cité, l'inclusion, mais aussi les problèmes de transition énergétique. Au fond, le XXIe siècle, c'est un siècle où on va demander énormément à l'entreprise. Et donc, si c'est le cas, l'entreprise doit s'engager dans la cité et dans les mouvements patronaux. Merci de votre attention.